suivre. Alors, c'est parti, on va parler donc de ce résus négatif qui nous enquiquine. Moi, je suis également O négatif, donc je suis donneuse universelle, je peux donner à tout le monde. Je précise évidemment, mais ça vous le savez les amis, que je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste moléculaire, j'ai des très bonnes bases puisque c'est une grande passion depuis mon adolescence, mais évidemment, je suis obligée de le dire parce que c'est quand même une question de bon sens, mais je le précise. Ce que je vais dire là ne dispense pas d'avoir un avis médical, ne dispense pas d'en discuter, et si vous sentez que votre médecin est peut-être pas très informé, demandez l'avis d'un deuxième, d'un troisième, quoi qu'il en soit. Vous retrouvez aussi une capsule qui est une des premières que nous avons faites avec Julie Bonaparte et dans Faux Départ sur la méthode BRAIN, comme le cerveau, B-R-A-I-N. C'est une méthode qui vous aide à évaluer les bénéfices, les risques, donc B pour bénéfices, risques, les alternatives, votre intuition, le I, et le N, ne rien faire. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Voilà. Et cette méthode-là, elle est vraiment très pratique dans ce genre de cas-là, parce que là, on va parler d'une injection. D'accord? C'est quelque chose qui mérite de se pencher dessus. C'est pas rien de s'injecter. Déjà, rien que le geste, quand moi, je prends toujours cette image en disant, bon, si maintenant vous croisez dans la rue une personne avec une seringue, qui vous dit, bah, vous êtes enceinte, donc je vais vous injecter avec ce qu'il y a dedans. Je pense que parmi les personnes qui sont là maintenant, peu d'entre vous, voire personne, va dire, bah oui, vas-y, injecte-moi. Sauf que dans notre culture, on a appris, et c'est ce que je disais récemment dans le Doctoton, à faire confiance à la blouse blanche, parce que la blouse blanche, dans notre culture, elle sait mieux. Elle sait mieux que nous. Or, quand on va fouiller et qu'on pose des questions aux fameuses blouses blanches, on se rend compte qu'il y a deux problèmes dans tout ça. La première, c'est qu'il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'on enseigne aux professionnels de la santé, quel est le nombre d'heures passées à leur enseigner un certain sujet, notamment celui-ci de l'injection en prophylaxie pour prévenir l'allo-immunisation fœto-maternelle, ne fait pas vraiment partie du schéma d'information. C'est comme les vaccins pour les enfants. En fait, on pense tous que le médecin ou le pédiatre sait, alors qu'en fait, dans leurs études, ils n'apprennent pas. On leur donne juste à la fin des études le calendrier vaccinal et puis on leur dit, bah voilà ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que quand on pose des questions, en tout cas moi, mon expérience m'a amené à beaucoup de chemins sans issue, parce qu'à chaque fois que je posais des questions, on me disait oui, c'est le protocole. Moi, le problème, c'est que j'aimerais comprendre, et donc je me suis rendu compte qu'on n'enseignait pas vraiment ça. Donc le professionnel qui veut avoir de vraies réponses, il doit aller lui-même chercher. Et voilà la deuxième source de problème, c'est que souvent les professionnels n'ont pas le temps, parce qu'ils ont des vies non-stop, ils ont des journées très remplies, et donc à la fin, quand on veut s'informer et qu'on est professionnel de la santé, c'est pas si simple que ça, parce que même les sources d'information, elles sont souvent biaisées. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les résultats de mes recherches, qui sont basées donc sur des études, sur des publications que certains gynécologues obstétriciens ont bien voulu me transmettre, puisque j'ai un grand réseau maintenant, et je les salue, de professionnels qui m'informent, qui m'aident dans mes recherches, et surtout qui me donnent des sources qu'on trouve pas forcément facilement. Donc je vais demander à Pascal qu'il mette sur le site, c'est pas encore fait, les sources de ce que je vais vous raconter maintenant, puisque voilà, moi je m'appuie là-dessus, et donc je vais vous partager mon expérience et ce que j'en ai compris, évidemment. J'invite tous les professionnels à me rejoindre s'ils ont envie de complémenter ça, parce qu'il y aura sûrement des choses. Ce que je dois quand même dire au final, c'est que quand on se penche sur ce sujet, on en sort avec plus de questions que de réponses. Et ça, c'est vraiment un problème. En tout cas, pour moi, en 2021, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Et donc, comme je vous ai dit, je suis résus négatif. J'ai voulu avoir toutes les informations possibles pour faire mon choix,
comme on dit, libre et éclairé. Et le problème, c'est que plus j'ai été fouillée et plus je me suis rendu compte que on avançait tout un tas de choses sans vraiment savoir sur quoi on se basait. De nouveau, quelque chose de factuel, en fait. Hein. Moi, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas dans le paradigme de c'est bien ou c'est mal. Moi, je veux juste des faits, en fait. Et puis après, à partir de là, je fais mon choix. D'autant plus que quand on est enceinte, on doit faire un choix pour soi en tant qu'adulte et pour son bébé, parce qu'on porte la vie quand même, hein, c'est pas rien. Cette responsabilité de maman, elle commence déjà à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à poser beaucoup de questions à mon gynécologue, ce qui n'a pas du tout aimé. Et d'ailleurs, je vous le raconte dans mon livre Faux départ. Je vous ai même offert certains dialogues que nous avons eus en bonus cadeau. Et je pense qu'il n'a pas gardé un bon souvenir de mon passage dans sa vie parce que je l'ai tellement embêté avec mes questions qu'à la fin, il m'a dit, écoutez, bon, moi je peux pas répondre à tout, alors je vous envoie chez le grand spécialiste de Genève de la prophylaxie, donc par rapport à ce produit Rofylac, et puis il va vous répondre. Et quand donc j'ai été reçue par ce monsieur-là, j'étais enceinte à 6 ou 7 mois de grossesse, je suis arrivée avec mes questions. Donc j'avais à peu près 45 minutes de questions à lui poser. Et à chaque fois que je lui posais des questions, je me suis rendu compte qu'il me répondait avec beaucoup de certitude. Donc c'est une personne qui est à 2 doigts de la retraite. Hein. Mais quand je lui disais, mais ok, je comprends bien ce que vous me dites, est-ce que vous auriez la gentillesse de me donner donc les liens de ces études dont vous me parlez? Eh bien en fait, j'ai jamais reçu le moindre lien. Mais surtout, à la fin, il m'a dit, vous posez des questions vraiment légitimes, mais je peux pas répondre à vos questions. Je ne sais pas. Et donc, je suis partie de ce rendez-vous confortée dans le fait qu'il y avait beaucoup de croyances, beaucoup de parce que vous savez, les amis, il y a un phénomène, ça c'est dans tous les domaines, et très 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 fort dans la santé, c'est que quand on répète un mensonge, au bout d'un moment, ça devient une vérité. Et puis, à force de répéter, au bout de générations, ça devient un dogme. On peut plus remettre en question ça. Pour vous donner une idée, ça a commencé en janvier 2006 en France, cette nouvelle prévention systématique. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas ça. Donc déjà, si on avait ce genre de discussion en 2005, donc avant janvier 2006, on n'était pas du tout dans la même réalité que maintenant en 2022. Et donc, ça dépend à partir de quoi on compare, parce qu'on oublie évidemment, c'est pas votre travail hein, d'aller fouiller là-dedans. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme une criminelle en tant que future maman, ou papa aussi d'ailleurs, hein. C'est pas réservé aux mamans de se poser des questions. On a beaucoup de pères très investis. Si on se dit, mais en fait, il y a quoi dans cette seringue? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on est 15% dans la population, grosso modo, à être Rhésus négatif. Donc pour toutes celles qui sont Rhésus positives, vous n'êtes pas concernées, mais vous pouvez partager cette vidéo pour vos copines qui sont Rhésus négatives, elles vous remercieront d'avance. En France, donc j'ai travaillé hier soir pour vous, j'étais prendre les derniers chiffres que j'ai à disposition pour 2021. Donc en France, on a à peu près 110 700 femmes concernées. D'accord? Parce qu'on a plus de 700 000 naissances, vous faites grosso modo 15%, donc c'est quand même pas rien. Juste pour la France, plus de 110 000 femmes Rhésus négatives. Alors, si on suit bien ce qui se passe, il y a un gros souci avec la prophylaxie. En gros, c'est quoi une prophylaxie? Une prophylaxie, c'est quand on fait un acte pour prévenir un problème, d'accord? On n'attend pas qu'il arrive, on fait quelque chose pour prévenir. Il y a le Collège national des gynécologues et obstétriciens en France, qu'on dit le GNOG, enfin, j'arrive pas à le prononcer, donc je vous le dis comme ça, qui donc a émis une recommandation pour qu'à partir de, grosso modo, 2006, on fasse des injections pendant le 3e trimestre, de façon systématique à toutes les mamans Rhésus négatives, peu importe le Rhésus du bébé. Alors, quand on fouille dans le sujet, on apprend que déjà,
dans les chiffres globaux, d'après ce qu'on observe, 40% de ces femmes négatives n'auraient même pas besoin de ça puisque le bébé est négatif. Peu importe si le père est positif ou négatif. C'est pas une fatalité, hein. Quand vous avez un conjoint qui est positif et que vous-même vous êtes négatif, ce n'est pas une fatalité que le bébé soit positif, même si le résus positif est plutôt dominant vis-à-vis du négatif. Quoi qu'il en soit, il faut quand même prendre en compte aussi les grands-parents, dans tout l'arbre généalogique, puis après il y a l'aléatoire. Donc, en gros, vous avez une possibilité de faire, et je vous encourage vraiment à le faire, un génotypage fœtal. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez tous entendu parler, avec ces 2 ans de pandémie, du PCR, l'amplification. Eh bien, le PCR, c'est extrêmement utile en biologie moléculaire pour aller voir amplifier des gènes, en fait. Hein. C'est comme une espèce d'énorme photocopieuse, puis à chaque coup de photocopie, ça agrandit, ce qu'on appelle des cycles d'amplification. Et moi, j'ai fait ça donc quand j'étais enceinte de ma 2e fille. Pourquoi? Parce que évidemment, je précise, pour celles qui n'ont aucune base sur le sujet, que si vous êtes négative et que le conjoint est négatif, alors voilà, c'est même pas la peine de vous pencher sur le sujet. Et d'ailleurs, je continue la parenthèse pour vous dire que j'ai quand même posé la question à un gynécologue dans un couloir. Une fois, j'ai dit, mais comment ça se fait que pour ma première fille, son père donc est résus négatif, moi résus négatif, pourquoi vous demandez justement dans ces cas-là de faire quand même ces injections en prophylaxie à partir de 28 semaines d'aménorrhée? Et le gynécologue me dit, un peu gêné, oui, vous savez, madame, il y a des femmes qui ne sont pas sûres que ce soit le père, ou alors certaines fois elles n'osent pas dire que c'est pas le père, alors que le père est là pendant la consultation. Enfin bref, je me suis rendu compte qu'il y a aussi toute une tambouille là derrière au niveau culturel. Donc ça c'était pour la petite partie un peu folklorique. Mais disons que si vous êtes absolument formel sur l'identité du père, on va dire que là aussi vous pouvez vous rassurer, hein, parce que bon, une fois de plus, il y a, on va dire, un protocole qui est standardisé à toutes les femmes, et donc tout ça pour arriver à cette conclusion où 40% des femmes résus négatives n'auraient pas besoin de recevoir cette injection de base, il y a même pas besoin. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, si on reprend ces chiffres de France par rapport à 2021, sur donc à peu près 730 000 bébés nés, vous avez donc plus de 100 000 femmes, 110 000 qui sont donc résus négatives, et si vous enlevez encore le pourcentage qu'on a observé qui n'auraient pas besoin de cette injection, ça fait quand même plus de 44 000 femmes qui ont reçu cette injection qui n'en auraient pas besoin, d'accord? Donc c'est quand même hyper important parce qu'on parle quand même là de produits humains. Et donc quand je me suis retrouvée en 2021 à dire à mon gynécologue, écoutez, moi j'ai un problème parce que j'aimerais savoir ce qu'il y a dans ce produit que vous voulez m'injecter, il y a mon bébé qui est dans mon ventre, et c'est quand même un produit à base de plasma humain. Et mon gynécologue me dit, mais qu'est-ce que vous dites? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Et donc je dis, bah vérifiez. Regardez dans vos livres, ou je sais pas où, mais vérifiez, parce que moi, d'après mes recherches, il se trouve que les donneurs, ce sont des humains, et que on va prendre leur sang, et donc on veut m'injecter quand même des produits à base de plasma humain. Donc je veux savoir, parce que l'histoire du sang contaminé, c'est pas rien non plus. Alors maintenant plus personne n'en parle, mais ça a quand même brisé des vies. Et moi, il se trouve que la mienne c'est une chose, mais j'ai quand même la responsabilité de mon enfant. Donc ça fait quand même. Je pense que j'arrive pas à lire vos commentaires, les amis. Je suis navrée, ça va trop vite, mais c'est quand même fou. Je pense que vous êtes quand même nombreux là à vous dire c'est dingue déjà de se rendre compte en fait que y a énormément de professionnels qui savent même pas ça. Donc évidemment vous êtes extrêmement nombreuses à m'avoir envoyé la question qui est hyper pertinente, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'on va venir après sur le mode de fonctionnement de cette injection évidemment, mais quand on sait que les donneurs, donc en gros hein, c'est principalement des donneurs qui sont aux États-Unis, qui donc sont rémunérés hein, pour donner leur sang, c'est-à-dire qu'ils ont ces anticorps, ce sont des IgG dans leur sang. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne.
Et donc, ils sont payés pour donner leur sang, pour qu'on l'utilise pour faire ces seringues-là. Donc, ce ne sont pas a priori des personnes qui ont une vie, on va dire forcément comme vous et moi, ce sont des gens qui sont payés, qui font ça pour l'argent. Donc, ça pose aussi la question de l'identité, du style de vie de ces personnes-là, du terrain de ces personnes-là. Et forcément, vous êtes nombreux à avoir dit, mais qu'est-ce qui se passe si ces personnes-là ont reçu des injections récentes en vue de se prémunir du Covid? Alors là, évidemment, j'ai envie de vous dire, on n'en sait rien, parce que on n'a aucun recul, on ne sait pas. Et forcément que quand vous lisez la notice de l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament en France, on vous dit bien qu'il y a un contrôle limité pour les virus et qu'évidemment, les risques de maladies infectieuses ne peuvent pas être exclus parce que, c'est-à-dire, on va vous dire, oui, mais on purifie le sang de ces donneurs, c'est-à-dire qu'on va enlever peut-être les traces d'anticorps pour l'hépatite C ou l'hépatite B, évidemment. Mais quand on ne sait pas ce qu'on cherche, comment voulez-vous l'enlever? Et ça, c'est le gros problème qu'on a maintenant, parce qu'en 2022, on n'a aucun recul. Donc, quand on sait que des personnes aux États-Unis se sont fait injecter avec toute la panoplie d'injections ARN messager Covid pour avoir des hamburgers gratuits, on se doute bien que si à la clé il y a encore quelques sous en plus, voilà, moi ça me pose déjà un problème parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'une possibilité que vous avez à partir de 18 semaines d'aménorrhée. En gros, la fenêtre idéale est considérée comme étant entre 18 semaines d'aménorrhée et 24 semaines d'aménorrhée, pour faire une prise de sang qui va vous définir, on appelle ça le génotypage fœtal. Et ça, c'est une vraie révolution, parce que je vous ai parlé donc de tests PCR, alors c'est pas le frottis dans le nez, hein, pour le coup, celui-là, il est vraiment efficace, c'est-à-dire que c'est une prise de sang, et dans cette prise de sang, on va voir s'il se balade dans votre sang de maman des petites traces de l'ADN de votre bébé. Et pour fabriquer le rhésus, parce que nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le rhésus, hein, c'est pas votre groupe sanguin A, B, O, c'est le rhésus, donc ça peut être A négatif, B négatif, O négatif, AB négatif. Si vous fabriquez le rhésus plus, si vous faites partie de la tranche de 85% de la population qui fabrique ce rhésus positif, vous avez dans votre gène un petit élément qui va donner le signal de fabriquer ça. Donc, si votre bébé est rhésus positif, eh bien, on va trouver dans votre sang la trace du morceau de l'ADN qui donne cette information-là. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver, évidemment, du rhésus positif dans votre sang. Et pour la petite histoire, quand j'ai encore un moment où j'allais encore chez le gynécologue, donc enceinte de ma deuxième fille, j'ai fait ce génotypage fœtal. Et puis, j'arrive donc pour avoir les résultats, et le gynécologue me dit, j'ai une très mauvaise nouvelle, Madame Cruzy. Bon. Alors déjà, c'est sympa, hein, quand on est enceinte, 3e trimestre, et puis qu'on vous dit, j'ai une très mauvaise nouvelle, il me dit, on a trouvé du rhésus positif dans votre sang. Et en fait, je lui dis, mais qu'est-ce que vous racontez là? J'ai fait mes recherches d'anticorps irréguliers, donc ça fait partie des choses que vous avez, ça s'appelle RAI dans vos prises de sang, c'est pour voir si vous avez donc une allo-immunisation déjà, hein, faite auparavant, ou récemment. Et mes RAI, donc mes anticorps irréguliers étaient négatifs. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous me racontez? Il me dit, oui, votre bébé est rhésus positif. Je dis oui, ça c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on voit effectivement des petits fragments de son ADN se balader qui effectivement nous disent de façon quasi sûre, hein, c'est quasiment sûr, 99% à peu près de fiabilité, mon bébé est positif. Ça veut pas dire qu'il y a eu des échanges de sang. Donc voilà, vous voyez, il y avait une bonne ambiance entre mon gynéco et moi. Je suis vraiment un boulet, je me rends compte que autant dans notre culture, on n'a pas appris à poser des questions, mais c'est vrai que quand vous commencez à poser des questions, vous êtes une future maman à votre professionnel. S'il vous prend de haut, comme ça a été le cas, mais fuyez, prenez
vos jambes à votre cou et fuyez, allez trouver quelqu'un d'autre qui aura de l'empathie et qui est là pour faire son travail, c'est-à-dire de vous informer et d'arrêter d'être dans le dogme et puis de dire n'importe quoi, parce qu'en plus, si je n'avais pas été vraiment informée sur le sujet, vous imaginez la montée de stress que j'aurais eue quand on me dit j'ai une très mauvaise nouvelle alors que j'avais absolument pas de résus qui se baladait dans mon sang. Donc bref. On va reprendre les choses depuis le départ pour comprendre que il y a, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à peu près 40% d'entre vous, résus négatifs, qui n'auraient pas besoin de cette injection, tout simplement parce que votre bébé est négatif. Et que comme ça ne fait pas partie du protocole de faire un génotypage fœtal, eh bien, on va considérer qu'on va vous flanquer dans la panière avec toutes les autres, et puis que finalement... voilà, hein, c'est bon, on va vous injecter et puis ça va très bien. Depuis qu'on fait ça, il n'y a pas grand monde qui est venu se plaindre, sauf que de nouveau, pour faire une remontée d'effets secondaires et en pharmacovigilance, il faut pouvoir éventuellement faire des liens, ce que il ne semble pas vraiment être en priorité dans nos contrées. Donc voilà. Maintenant, comme on est quand même nombreux dans ce live, je suis heureuse de constater que ça n'intéresse pas que moi, et je vous félicite pour votre curiosité les filles, parce que c'est beaucoup plus confortable de se laisser guider, et puis qu'on dise allez, faites ça, parce que comme ça il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais je suis vraiment très contente de voir que on est nombreuses à avoir une conscience, et de nouveau, c'est le principe de précaution qui s'applique. Comme on dit, primum non nocere, c'est la base, ok? Donc, ce qui se passe, c'est qu'historiquement, cette injection s'appelait pas Rofilac, hein. Il y a eu Rogam, il y a eu d'autres noms. En l'occurrence, il y a eu aussi Natéade, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et on injectait ça principalement aux mères résus négatifs après l'accouchement. Et au départ, il y avait à peu près 100 microgrammes, c'était dosé comme ça, donc ça contient des IgG, comme vous le savez, hein. Vous avez donc plusieurs familles d'anticorps, et quand vous faites une allo-immunisation fœto-maternelle, imaginons que vous avez un échange de sang avec votre bébé suffisamment important pour qu'il y ait une espèce d'alarme qui s'enclenche dans votre corps, parce que ça aussi, faut aussi bien comprendre qu'il faut avoir un certain montant en millilitres pour qu'il y ait un problème, hein. C'est pas forcément une fatalité. Donc en gros, si vous êtes résus négatif et que vous avez un échange de sang, et ça peut aussi être avec une transfusion sanguine, hein, ça peut arriver, qui est mal faite parce qu'on n'a pas, on a fait une erreur, on ne savait pas que vous étiez négatif. En gros, vous allez produire au début des IgA. Et ces IgA, ils vont au bout d'un certain nombre de semaines se transformer en IgG. Les IgG passent la barrière placentaire, d'accord? Ça c'est une évidence et c'est ok pour tout le monde. Donc, quand on estime que à l'époque une femme a accouché d'un bébé positif, on lui faisait cette injection pour éviter qu'elle s'immunise contre le bébé. On vous a toutes dit, en général, que pour une première grossesse, c'est pas un problème, c'est éventuellement pour la deuxième et les suivantes. Évidemment que, dans l'histoire, quand on savait pas ça, une maman qui s'immunisait contre le résus de son bébé, ça a créé des grosses catastrophes, des très grosses catastrophes dans les contextes des grossesses suivantes. Parce que, pour faire simple, il peut y avoir des cas d'échange surtout pendant le 3e trimestre de grossesse et en cas de fausse couche, etc. Mais bon, là, encore, si on parle au bébé, on parle par rapport au bébé, il peut y avoir, donc, on va dire, un tiers des cas des échanges qu'on appelle sourds, ou du moins qui sont sans raison apparente. C'est clair que dans la majorité des cas, quand vous êtes en 3e trimestre de grossesse, si vous n'avez pas de choc sur le ventre, si vous n'avez pas d'accident, si tout va bien, je veux dire, si c'est fluide et que c'est ok, il n'y a pas de grosses raisons pour qu'il y ait des échanges entre le fœtus, votre bébé et vous. Quoi qu'il en soit, ça peut arriver, mais ce qui reste à définir, c'est quelle est la quantité d'échanges, est-ce que c'est suffisant pour que ça puisse créer un problème. Ce qu'il faut savoir, parce que, vous voyez,
j'essaye de synthétiser et de faire simple, mais c'est un sujet qui est très complexe, parce que quand vous tombez enceinte, une des premières choses qu'on fait, c'est de savoir si, donc évidemment, hein, vous êtes rhésus négatif, c'est que si vous êtes déjà immunisé. Et donc, on vous fait une prise de sang pour voir vos RAI, recherche d'anticorps irréguliers. Ok? Si vos RAI sont négatifs, on présume que vous n'avez jamais été immunisé, vous n'avez jamais créé d'IgG, d'anticorps contre le rhésus positif. D'accord? Ce qui voudrait dire que on considère que cette grossesse-là, par exemple, vous êtes enceinte de votre 3e bébé, les premiers bébés étaient rhésus négatifs. Ok, il n'y a pas de raison, hein, à moins que vous ayez une transfusion, vous saviez pas, etc. Bon, mais vous avez donc vos anticorps irréguliers, c'est négatif. Donc à partir de là, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas je suis pas en train de vous faire une consultation médicale, hein, je suis pas médecin. Je vous dis moi comment j'envisage les choses à ce moment-là en 2021. Je me dis bon, moi, ma première fille est donc rhésus négatif, mes anticorps irréguliers sont négatifs. Bon, on considère que c'est comme si c'était ma première grossesse. Alors déjà. Est-ce que j'ai envie d'avoir un autre enfant? Parce que ça aussi, c'est une chose qu'il faut se poser comme question. C'est si vous envisagez d'avoir d'autres enfants, bon ben on peut commencer à se poser la question. Mais si c'est votre dernière grossesse, ben alors dans ce cas-là, pourquoi, dans ce genre de contexte-là, commencer à se faire des injections? Bon, ça c'est une question libre à chacune de faire ce qu'elle a envie de faire. Donc, à partir de 2006, ce qui s'est passé, c'est que ce fameux Natéade en France, qui était donc dosé à 100 microgrammes, disparaît. C'est-à-dire que le laboratoire a arrêté de le fabriquer. Et donc, à la place, on a mis un produit qui s'appelle le Rofilac, produit par un laboratoire qui s'appelle Behring, donc issu de donneurs humains, évidemment, comme je vous l'ai expliqué. Et puis, celui-ci, il est dosé à 300 microgrammes. Bien. On dit donc qu'il faut injecter toutes les femmes en prophylaxie à partir de 28 semaines d'aménorrhée. Pour que vous ayez aussi une idée un peu de la cohorte dont on parle quand on dit « Ouh là là, mais ça a complètement changé, révolutionné le monde », en France, avant ces nouvelles recommandations, le taux d'allo-immunisation fœto-maternelle était de 0,09%. Voilà, ça c'est une évidence, c'est des chiffres que j'ai relevés encore hier, donc ça ce sont les chiffres que j'ai. Vous retrouverez tout ça bientôt sur le site emmacruzy.com, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pascal va le faire, dans la rubrique Faux départ, enfin vous guider pour vous amener face à ça, parce que ce sont des évidences qu'il faut quand même avoir dans ces archives, je trouve que c'est très intéressant de les avoir. Donc, on part au départ d'une cohorte de femmes qui est allo-immunisée à 0,09%, et on estime qu'il faut absolument faire une prophylaxie, d'accord? Donc la notice du médicament, de ce nouveau médicament, change, et il se trouve que le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France valide ces nouvelles recommandations en disant ben nous on recommande ça, voilà. Donc qu'on remette bien l'église au milieu du village une fois pour toutes, une recommandation ne veut pas dire obligation. Voilà, vous êtes quand même, jusqu'à preuve du contraire, encore libre, prions pour que ça dure, de votre corps, c'est votre choix. Et le professionnel doit vous expliquer tout ça pour que vous puissiez prendre une décision sans vous faire peur. Voilà, le but c'est, parce que là, moi, mon but c'est pas de vous faire peur, c'est de vous donner les informations factuelles, sans y mettre plus d'émotion que ça. Après, moi, mes choix me regardent, et vous avez le droit d'avoir peur, mais par contre, le professionnel, lui, il a l'obligation de vous donner toutes les informations pour que vous preniez votre décision pour vous et votre bébé, et votre conjoint aussi pareil. Donc, on arrive maintenant à quand même devoir savoir que la durée de vie des IgG qu'on injecte, parce que ça aussi, il faut quand même prendre en compte, ça faisait partie de mes questions quand j'étais donc enceinte l'année passée, je me dis, bon, on m'injecte, ok, imaginons que j'injecte ce produit à 28 semaines d'aménorrhée. Une grossesse, elle arrive à terme en moyenne à 40 semaines, et les fenêtres d'accouchement, comme on en a déjà parlé dans Faux départ, c'est entre 37
et 43 semaines d'aménorrhée, grosso modo. Mais si on fait une injection à 28 semaines d'aménorrhée, parce que moi, on m'avait dit, on en fait une et c'est bon. Et puis une autre à l'accouchement. Combien de temps durent les IgG qu'on injecte? Il se trouve qu'en fait, les IgG ont une durée de vie moyenne. Ça, c'est des choses qu'on trouve aussi sur les notices officielles de ces produits, de 42 jours. Donc, 70% des femmes qui ont reçu donc ces 300 microgrammes d'IgG à 28 semaines d'aménorrhée, elles sont plus protégées à terme. Ça, c'est déjà une évidence. C'est déjà une évidence. Pour 98% des femmes, aussi ça c'est un chiffre que j'ai noté, les hématies fœtales, donc les petites cellules sanguines positives, si votre bébé est positif, pour 98% des femmes, à l'accouchement, on a à peu près une limitation de 1 millilitre d'échange. Donc, il faut aussi considérer que la situation est pas ou blanc ou noir. C'est pas parce qu'il y a un échange de sang aussi qu'il va être suffisamment important. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai accouché de ma fille, une fois qu'on m'a dit elle est très probablement positive avec le génotypage fœtal, j'ai fait un test Kleierer, ce qu'on appelle Kleierer, pour voir quelle était la quantité de sang échangé. Et bien que certains disent qu'il n'est pas fiable, mais rien n'est jamais fiable à 100% dans science. Enfin, mis à part le fait que si vous lâchez une pomme, elle tombe, bon, ça c'est une évidence, mais sinon c'est beaucoup plus complexe que ça pour le reste. Quoi qu'il en soit, j'aimerais quand même préciser une chose, c'est que plus vous avez des interventions pendant votre accouchement, et plus évidemment vous faites augmenter les risques d'avoir des échanges de sang avec votre bébé, puisque on sait que les ventouses, les forceps, les sondes sur le crâne du bébé à l'intérieur du vagin, pour monitorer plus précisément, voilà, toutes ces choses-là peuvent augmenter le fait qu'il y a des échanges à ce moment-là, et que vous puissiez avoir une allo-immunisation qui pourrait nuire au bébé d'après, parce qu'encore une fois, c'est pas celui-ci si c'est la première grossesse. Évidemment, je ne suis pas là pour décourager les femmes qui ont déjà une immunisation et qui ont des bébés positifs, qu'on se méprenne pas, qu'on soit bien d'accord. Moi, je suis là pour éviter le gâchis pour toutes les femmes pour qui ce ne serait pas nécessaire, alors que justement, on a énormément de questions en suspens sur ce qu'il y a dans ces sérums-là. Et notamment avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans de pandémie, où on est quand même dans une phase où pour moi il y a beaucoup de brouillard et encore beaucoup trop d'incertitudes pour que, en ce qui me concerne, je prenne les risques par rapport aux bénéfices de ces injections pour mon bébé à ce moment-là. Donc ce que j'avais convenu, c'était, comme je ne savais pas si je voulais d'autres enfants ou pas, c'était qu'au moment de l'accouchement, je ferais un test de Kleierer. Et bien, en fonction du résultat, j'envisagerais éventuellement de faire le Refilac, mais à ce moment-là, ça ne concernait que moi, puisque le bébé était déjà sorti. Vous avez en gros 72 heures pour recevoir cette injection. Parce que si vous avez du résus qui se balade dans votre sang positif, donc du résus positif qui se balade dans votre sang, c'est pas instantané. Que vous allez faire une allo-immunisation. Il faut un moment pour que vos corps réagissent. Donc ça dépend des femmes. On est toutes différentes. Mais comment fonctionne le Refilac? Alors, parce que maintenant, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Le Refilac, c'est donc un produit qui contient des IgG qu'une autre personne a produites, on va dire grosso modo pour vous. Imaginons que vous n'avez jamais été allo-immunisé. Évidemment qu'il ne faut pas injecter de Refilac si vous avez déjà une immunisation, ça fait partie de la notice. Donc imaginons que vous n'êtes pas immunisé. Vous avez, pour x, y raison, un peu de résus positif qui se balade dans votre sang. Votre corps, il va détecter cet intrus, parce que c'est tout le principe du système immunitaire, c'est faire la différence entre le soi et le non-soi. Il va détecter ça, et puis il va tout de suite créer des IgA. Et au bout d'un moment, ces IgA, ils vont se transformer en IgG, je ne sais plus par cœur, mais je crois que ça prend quand même quelques semaines. Et ces IgG passent la barrière placentaire. Ce qui veut dire que si
vous retombez enceinte d'un autre enfant positif, Rhésus+, et qui a de nouveau un échange de sang, eh bien, vous pourriez vous-même attaquer votre bébé puisque vos IgG passeraient à ce moment-là. Hein, vous auriez directement les IgG, vous passeriez plus par le stade d'IgA et tout le tralala, et attaquerait donc le petit. Et c'est ce qui crée justement de très graves anémies. Bref, ça c'est un autre sujet. Pour que vous sachiez, vous avez plus ou moins 1% le risque pendant votre grossesse d'avoir un échange avec votre bébé. En gros, c'est ça les chiffres. Et à l'accouchement, c'est 10%. Ça, c'est ce qu'un ami obstétricien m'a dit quand j'étais enceinte. Je lui ai dit, mais quelles sont les probabilités pour qu'il y ait un échange de sang entre mon bébé et moi pendant la grossesse? Donc il m'a dit, c'est en gros 1% de risque. Et à l'accouchement, c'est en gros 10% de risque. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même plus de possibilités qu'il n'y ait pas d'échange qu'il y ait un échange. Et puis ensuite, je lui ai dit, très bien, mais si on parle juste de l'accouchement, à ce moment-là, quand tu me dis que j'ai 10% de risque d'avoir un échange avec mon bébé, est-ce que ça prend en compte les accouchements qui se font en physiologie, par exemple? Il me dit, ben, forcément que non, puisqu'il y a tellement peu, si on parle de la France, il y a au prorata, comme vous avez 738 000 bébés qui sont nés en 2021, forcément que sur ces 738 000 bébés, on ne sait pas, quand on dit que vous avez 10% de risque d'avoir des échanges de sang, dans quelles conditions ces accouchements ont eu lieu. Est-ce qu'il y a eu des extractions avec des instruments et tout le tralala. Donc ça, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Hein, quand on lit des chiffres, faut toujours aller se poser la question d'après. Voilà, surtout quand on a envie de vraiment peser le pour et le contre dans ce genre de contexte avec des produits à base de sérum humain. Alors, comment ça fonctionne ce Refilac? Le principe, c'est un petit peu la course à la montre, la course contre la montre. On s'est dit, à juste titre, si vous avez un passage de résus positif de votre bébé dans votre sang, si on vous injecte des IgG dans votre sang, donc qui vont, eux, sauter sur les petits résus positifs qui pourraient se balader, ça va éviter que votre système immunitaire le repère et commence à fabriquer les anticorps. Donc en fait, si vous voulez un petit peu pour schématiser, parce que c'est pas une vidéo qui se veut technique, et puis j'ai envie aussi de vous donner le goût de partager ce genre d'informations, eh bien, c'est comme si on arrivait avec ce genre d'anticorps Refilac à attraper le résus positif pour aller le cacher à votre système immunitaire, et donc ça va éviter, donc ce serait donc les IgG qui seraient arrivés dans votre sang comme ça, qui feraient le job à votre place, ça éviterait que vous-même vous produisiez ces IgG. Le problème que j'ai rencontré maintenant par rapport à ça, parce que ça c'est très bien, c'est que, premièrement, quand on injecte ces IgG, comme je vous l'ai dit, ils ont une vie moyenne de 42 jours. Ça veut dire que si, grosso modo un peu 1 mois et demi, si on fait donc cette injection à 28 semaines d'aménorrhée, qu'est-ce qu'il en est après 1 mois et demi? Alors on peut se dire, bon, au pire, c'est pas grave si on s'immunise après, parce qu'on accouche bientôt. On pourrait y mettre ça, pourquoi pas? Puisqu'on arrive quand même à, comme je vous l'ai dit, 70% des femmes qui ont reçu ces 300 microgrammes à 28 semaines, qui n'ont plus donc de protection à terme. Hein. Bon. Mais ma question qui est restée sans réponse, et donc si un professionnel peut me répondre, je serais ravie de recevoir ces lumières. J'ai posé la question au laboratoire, ils savaient pas. J'ai posé les questions à 2 gynécologues, ils savaient pas. Et au ponte, ils savaient pas non plus. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je reçois une injection de ce produit-là avec 300 microgrammes en gros avec ces IgG, et que j'ai pas de résus à neutraliser? Imaginons qu'il n'y a pas donc j'ai 1% de risque. Donc je fais partie des 99% de futures mamans enceintes. Je suis à 28 semaines d'aménorrhée, il n'y a pas eu d'échange, donc je n'ai pas dans mon sang de petites hématies résus plus de mon bébé. Où vont finir ces IgG injectés? Je pose donc la question à ce grand spécialiste et je lui dis, mais alors dans ce cas-là, vu que les IgG passent la barrière placentaire, il est clair que mon corps ne fait pas la différence entre les miens ou ceux qu'on m'injecte, donc on est d'accord que si ces IgG ne sont pas utilisés, ils passent la barrière placentaire et ils vont sur mon bébé. Et il me dit, bah oui, en théorie, c'est comme ça que ça se passe.
Voilà, je fais une petite pause, je vous laisse digérer ce que je viens de dire, parce que au début, ça peut quand même surprendre. On se dit, mais c'est fou, est-ce que j'ai bien compris? Bah oui, vous avez bien compris. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on ne veut pas que les anticorps de la mère passent le placenta parce qu'ils peuvent attaquer le bébé, mais au final, dans 99% des cas, c'est inutile, puisqu'il n'y a pas d'échange de sang. Donc forcément, on peut considérer qu'il y a une partie de ces IgG qui passent la barrière placentaire et ce ne sont pas les vôtres de toute façon-là. Bon. Ça, pour moi, ça a été vraiment une grosse question. Et je me dis, mais pourquoi personne n'a fait d'études là-dessus? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Moi, j'ai cherché pendant des mois. Alors, j'ai noté, si, il y a une étude sur 432 femmes avant accouchement. Ça, c'était dans une notice de l'ANSM. 432 femmes. Ils ont dit, on n'a pas vraiment relevé de problème avec cette injection en prophylaxie, mais rien qu'en 2021, vous avez eu 110 700 femmes rhésus négatives, plus ou moins. Si on se fie toujours aux 15% de la population. Donc, sur 110 700 femmes, rien que là, vous imaginez le nombre d'études qu'on aurait pu faire. Mais là, on a des notices qui nous disent, oui, sur 432 femmes avant accouchement, il n'y a pas eu de soucis. Bon. Très bien. Le problème, c'est que si on fait partie de la seule qui a des soucis, et puis on parle des soucis pour les femmes. Moi, mon gros souci, c'était par rapport à mon bébé aussi. Parce que bon, encore me sacrifier pour mon bébé, je pense qu'on est toutes complètement unanimes là-dessus. Mais bon, moi, c'était vraiment un problème. J'ai tourné en rond avec ça et je me suis dit, au final, j'ai trop de doutes. Je préfère faire contrôler mes RAI régulièrement, faire attention évidemment, pas aller faire de la chute libre en fin de grossesse. Mais bon, de toute façon, je savais que mon bébé, en l'occurrence celui-ci, ne risquait rien, puisque j'avais pas eu d'allo-immunisation avant. Donc, faut aussi bien comprendre tout ça. C'est un choix à faire de façon extrêmement éclairée. Quoi qu'il en soit, je répète, je vous encourage vraiment à demander un génotypage fœtal à partir de 18 semaines d'aménorrhée jusqu'à 24. Et là, vous êtes déjà 40% de filles à ne pas avoir ça vous enlève un stress énorme. Et puis pour celles qui restent comme moi, vous avez donc justement toute cette série de pistes pour vous dire, mais avant 2006, il n'y avait pas de prophylaxie, c'est-à-dire qu'on faisait des interventions sur les femmes quand elles avaient accouché, parce qu'effectivement, le risque vraiment qui a augmenté, on va dire une femme sur 10%, c'est pendant l'accouchement. Et donc vous avez 72 heures, une fois que vous avez accouché, pour faire ces injections-là, si vraiment on estime qu'il y a un très très fort risque, et puis que vous souhaitez d'autres bébés. Mais à ce moment-là, votre bébé n'est plus dans votre ventre. Donc à la limite, ça sera que vous qui pourriez avoir un problème. En ce qui concerne maintenant les risques, parce qu'il faut quand même aussi parler de ça. Et moi, j'ai un gros souci, parce que je sais que vous êtes quand même aussi nombreuses à avoir eu des injections dans le cadre du Covid. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, c'est là. Trouble de la coagulation. Alors, il y a deux façons de faire cette injection. Soit en intraveineuse, soit en intramusculaire. C'est très important de préciser une chose, parce que on s'est rendu compte qu'avec certains médicaments, il y a énormément de professionnels qui ne prennent pas le temps de lire. Ils prennent pas le temps de lire les notices. Donc du coup, ils injectent ça à tire-larigot, d'une certaine façon, parce qu'ils ont eu l'habitude, puisque c'est comme ça qu'on leur a appris. Sauf que maintenant, il faut faire attention, parce que vous êtes très nombreuses à nous faire part de troubles de la coagulation. Et donc, dans la notice de ce produit, il est bien noté que il ne faut pas administrer ce produit dans le muscle quand on a des troubles de la coagulation, et pas, dans ce cas-là, par voie intraveineuse. Donc, demandez bien à votre professionnel son avis, quitte à demander 2, 3, 4 avis, mais ça c'est important, parce que je voulais vraiment le préciser. Les troubles de la coagulation sont de plus en plus nombreux, et donc non seulement il faut faire vérifier ça avant, mais en plus, il est noté que si vous avez des taux d'IgA faibles, vous êtes plus à risque de faire des réactions allergiques
notamment ces fameuses chocs anaphylactiques. Donc ça, c'est pas rien de nouveau, c'est très rare, heureusement. Mais si vous faites partie des très rares, ça reste quand même que à ce moment-là, vous en avez rien à faire de faire partie de la minorité ou des cas rares, parce que c'est votre réalité. Donc voilà, en gros, vous avez aussi les risques de maladies infectieuses qui ne sont pas exclus, comme je vous l'ai dit en début de capsule. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne peut rien trouver, d'accord? De nouveau, pour dire, on cherche des éventuels IgG anti-hépatite C, admettons, pour nettoyer le sang, parce qu'on part du principe quand même que le laboratoire fait bien son travail, c'est très bien, mais si il n'a pas dans ses protocoles déjà suffisamment d'indices pour dire il y a peut-être un problème avec certains donneurs qui auraient eu, on ne sait pas, hein, on a quand même vu, comme je répète, une nouvelle façon d'injecter les gens avec de l'ARN messager depuis 2 ans, enfin quasiment. Un peu moins, mais bon bref, en tout cas, il y a énormément de donneurs qui font ça aussi pour l'argent. Et donc, on ne sait pas aujourd'hui, il y a trop de zones d'ombre par rapport à ça. Et vous êtes vraiment, je répète, très nombreuses à m'avoir envoyé cette question et je vous félicite parce que c'est ça. C'est comme ça qu'il faut se poser les questions. C'est bon, quel est le recul? Sur qui on a testé? Qui me dit que... appelez le laboratoire. Demandez-leur. Moi, j'ai pas eu beaucoup, je vous dis franchement, de réponses. C'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de... On sait pas. Mais on fait confiance. Alors, ça fonctionne. Je crois que j'ai fait le tour, en gros, de l'explication de comment fonctionne l'Europhylac. J'espère que j'ai été claire. Je vais juste voir les petites boîtes là. Non, il y a une boîte à questions en bas avec le petit point d'interrogation. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la petite boîte. J'ai l'impression que le live a tenu, c'est quand même chouette, hein, ça fait un moment que je parle. Bon, écoutez. Je crois qu'il y a une chaîne, la chaîne qui concerne les résus négatifs dont je parlais. Ok. Alors, si vous avez des... Ah oui, je vois qu'il y a des gens qui mettent des YouTube. C'est super. Si vous avez des sources, merci de les partager pour toutes les filles et les conjoints qui se posent des questions, parce que c'est très difficile. Vous êtes toutes avec le même constat, c'est très difficile de trouver des réponses et surtout de sortir de la peur, parce qu'encore une fois, avant 2006, on n'avait pas les mêmes recommandations. Et puis quand on parle d'un taux d'allo immunisé qui était à 0,09%, on se demande bien quelle est la révolution dont on nous parle. Effectivement, il y a des cas pour qui ça a vraiment sauvé des vies, mais il y a des dizaines de milliers de femmes et de bébés, donc du coup, qui se retrouvent à être en contact de ces produits-là. Et maintenant, en 2022, j'estime qu'il faut être encore plus vigilant qu'avant, avec justement cette réalité de ces 2 dernières années, toutes ces injections de façon totalement anarchique qui ont eu lieu. C'est de la folie. Franchement, je trouve que c'est de la folie. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je crois que j'ai tout dit. Je refais. Vous avez juste encore un petit moment si vous voulez mettre des questions dans la petite boîte. Je vérifie tout ce que j'ai prévu de vous raconter. J'ai tout dit. Oui. Ça, c'est aussi une chose à vérifier parce que je n'étais pas sûre des années, mais en tout cas, d'après ce que j'ai vu, en France, il n'y a pas de registre qui maintenant numérise le nombre de femmes qui sont allo-immunisées, ni les décès de bébés dus justement à ces problématiques-là, ni aux bébés atteints qui auraient été hospitalisés. Il n'y a pas de registre. Donc ça aussi, pour savoir, avoir des chiffres, ça serait intéressant. Moi, je n'ai pas trouvé. Voilà, je crois que pour le reste, donc en gros, vraiment, ce qu'il faudrait retenir surtout, c'est de faire un génotypage fœtal. Si votre conjoint est positif, et comme ça au moins vous avez déjà quelque chose qui est très fiable, et ça vous donne déjà une grosse piste. Hein. Donc je répète, ce chiffre c'est énorme. En France, l'année passée, on estime qu'à peu près 44 000 femmes enceintes n'auraient pas eu besoin de recevoir cette prophylaxie. Et l'ont reçu quand même.
parce que c'est le protocole, et puis c'est plus simple, comme ça on flanque ça à tout le monde. Puis moi j'ai toujours un problème, parce que je me dis, soyons dans le principe de précaution, mais je refuse de laisser mon corps et celui de mon bébé être utilisé parce qu'il y a eu une poignée de main au fond d'un couloir, et que finalement ça arrange certains labos, ça arrange certaines personnes, et puis que au bout du compte, les praticiens qui recommandent ça, eux ils n'ont pas eu le temps, et puis forcément ils font confiance avec les recommandations qu'on leur fait, hein, ils se réfèrent aux hautes autorités, donc au final tout le monde fait confiance, mais moi je suis plus de nature à vouloir vérifier, et en cas de doute à demander, parce que j'estimais en 2021, et c'est toujours mon avis maintenant, que j'avais beaucoup plus de risques que de bénéfices, vu ma situation et les circonstances de cette grossesse-là. Voilà, je vous ai tout dit les filles, j'espère que j'ai été un peu claire, et je vais regarder, j'ai 2 questions. Bonjour Emma. Si je comprends bien, cette problématique se pose uniquement si la femme est rhésus négatif. Si la femme est rhésus positif et l'homme rhésus négatif, cela ne pose aucun problème. Ben oui, exactement. T'as tout compris. C'est ça. Donc, si vous êtes rhésus plus, les filles, c'est bon. Vous pouvez transférer cette vidéo à vos copines qui n'ont pas la même chance que vous et qui font partie des 15% de la population rhésus négatif. C'est ça, exactement. Si vous êtes rhésus positif, bah voilà. C'est peu importe que votre bébé soit moins, soit plus, voilà. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs, je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus, parce qu'on est une minorité, mais quand vous voyez, il y a une naissance toutes les 4 secondes, hein, donc ça fait quand même des centaines de milliers, de millions de naissances qui finalement sont concernées. Alors, une autre question, si les 2 parents sont négatifs, comment se fait-il que le bébé soit positif? Eh bien, ça c'est une très bonne question, je n'ai aucune idée. Moi, d'après ce que je sais, c'est pas possible. Maintenant, j'ai évoqué une réalité un peu particulière, qui est peut-être pas très rigolote à entendre, mais on a eu, moi, parce que j'ai discuté beaucoup avec ma sage-femme, il se trouve que certaines fois, des mamans disaient qu'elles n'étaient pas sûres à 100% de qui était le père. Voilà. Donc, est-ce que ça pourrait expliquer cela? Je ne sais pas. En tout cas, même quand le conjoint nous affirme qu'il est rhésus négatif, en général, on veut quand même, en tout cas, si moi je devais faire le suivi d'une femme enceinte, je demanderais quand même que le partenaire fasse une prise de sang pour confirmer ça, parce que on peut penser que, mais là on joue pas quand même avec la vie des gens et des bébés non plus, donc voilà. Mais si un biologiste moléculaire nous regarde et a envie de nous dire pourquoi, je ne sais pas. Personnellement, je n'ai jamais entendu ça, que 2 parents négatifs avaient eu un bébé positif, donc à investiguer. Voilà. Les amis, je pense que on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir été vraiment nombreuses, de partager cette vidéo évidemment à vos amis qui peuvent ou qui pourront peut-être un jour utiliser ces informations pour se faire leur choix. Et je vous invite à continuer de commenter. Vous avez aussi la famille Bonapatch qui vous répond à vos commentaires sur emmacruzy.com, parce que on met tous les contenus là-bas. Vous pourrez voir ce live en replay aussi donc sur le site emmacruzy.com. Dans la rubrique des replays, c'est Pascal qui va s'en occuper. Ce sera pas pour cet après-midi, par contre, je vous confirme que là, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais il sera disponible avec donc les sources de ce direct sur lesquelles je me suis appuyée. Vous avez aussi donc le livre qui est disponible dans la bio de mon profil. Vous avez le lien direct, et donc toutes les sources du livre seront mises en PDF directement cliquables depuis le site, puisque c'est pas simple de devoir taper les URL, parce que je tenais sur ce livre qui fait un peu plus de 300 pages. Je parle pas du reflux d'acné dans le livre, parce que je me suis dit que j'allais vraiment parler plus de la physiologie de l'accouchement et des protocoles liés à l'accouchement, et pas forcément aux prophylaxies ou au protocole pendant la grossesse en tant que telle. Mais là aussi, tout ce que j'avance dans ce livre est sourcé et s'appuie sur des thèses universitaires, s'appuie sur donc des études, sur d'autres livres qui sont extrêmement documentés, et donc
on s'est dit, ça serait quand même chouette pour nos amis lecteurs qu'ils aient un lien sur notre site internet sur lequel ils peuvent directement aller cliquer, parce que c'est important de savoir que je vous demande jamais, et je demanderai jamais aux gens de me croire sur parole, puisque je considère qu'il faut mieux vérifier, et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui chaque fois me posent des questions. Je dis, mais va voir les liens que j'ai mis, comme ça peut-être que ça va t'inspirer aussi et te motiver pour continuer tes recherches, parce que on a tous après nos affinités avec des sujets qui nous motivent. Voilà les amis, je vous dis à très vite. Donc la capsule sur la péridurale, deuxième partie avec tous les effets en cascade, est donc maintenant disponible. Et puis si vous voyez ce direct en replay dans plusieurs années, sachez que d'ici là, il y aura plein de capsules encore de faux départ, parce qu'on me demande régulièrement, est-ce que ça va continuer? Oui, ça continue, bien sûr. On est parti sur une multitude de thèmes. Il y a aussi Karine Laceva de Quantique Mama qui nous rejoindra évidemment dans l'aventure. On va parler du vortex de la naissance avec elle, et puis de toute son approche quantique. Il se trouve que maintenant, en tout cas en avril 2022, le planning est compliqué à organiser, puisque elle installe aussi tout un projet, et on a certaines fois des difficultés à matcher les horaires. Mais on va y arriver. En tout cas, sachez que je pense bien à vous, les futures mamans. Bravo, en tout cas, pour toutes vos recherches et votre curiosité. Et une dernière réflexion que je me faisais il y a quelques jours de ça, je me disais, mais comment en fait on peut choisir, quel serait le critère pour choisir au mieux le professionnel qui nous accompagne pendant notre grossesse? Et en fait, je me suis dit, si maintenant je devais juste choisir un seul critère, ce serait que le professionnel idéal est celui qui me remercie de pouvoir être là le jour de l'enfantement. Celui qui est conscient de la chance et de l'honneur qu'il a de pouvoir être témoin de cette nouvelle vie qui arrive sur Terre. Et vous voyez à quel point les valeurs sont inversées dans notre monde, parce que ce sont maintenant les femmes qui remercient les professionnels. Évidemment, on s'entend bien quand il y a des urgences vitales, bien sûr qu'on est dans cette dynamique-là, mais moi je parle pour l'écrasante majorité des femmes qui enfantent de façon tout à fait physiologique et qui sont capables, parce que vous êtes capables, on le répétera jamais assez. Eh bien, ce sont souvent ces femmes qui remercient en pensant qu'elles n'étaient pas capables, en pensant que le corps était incompétent, et c'est ce que je dis dans le livre, c'est ce que je dénonce, c'est ce que j'explique, pour qu'enfin on se réapproprie cette naissance en disant, mais en fait ce sont les gens qui sont là qui devraient me remercier, parce que je les laisse assister à ce moment divin. Et quand on comprend ce moment si particulier, si sacré de l'existence, c'est à ce moment-là qu'on se dit, c'est le professionnel qui devrait me remercier, que je le laisse assister à ce moment-là, parce que je place ma confiance en lui. Et c'est pour moi, ça serait comme ça maintenant, un critère non négociable du professionnel qui pourrait accompagner la naissance de mon enfant. Voilà. Je vous embrasse très très fort les amis, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et surtout pour de nouvelles conférences, puisque je vous le rappelle, on organise une série de conférences, et si vous avez envie d'en organiser, il suffit de nous écrire. Vous avez tous les liens dans la bio pour nous demander si on peut venir vous raconter plein de choses dans votre région. À bientôt.